Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, le bilan d'une semaine qui aura été intense en termes de flux de nouvelles, que ce soit sur le front de la macroéconomie et sur le front de la microéconomie également, avec une séquence intense de publications d'entreprises qui s'est encore poursuivie aujourd'hui. Vous aurez le résumé complet de cette séance dans un instant avec Alix Nguyen, le CAC 40 arrive à terminer autour de l'équilibre ce soir avec les 6800 points toujours en ligne de mire, peut-être à la clôture. Du côté des marchés obligataires, on note quand même beaucoup d'agitation. On va y revenir quand on parle du marché de taux. Bien sûr, les sujets derrière, ce sont les sujets de croissance, d'inflation, de politique monétaire. C'est un sujet qui occupe beaucoup de temps et d'esprit chez les investisseurs en ce moment et c'est donc un sujet important. Et du côté des marchés actions, pour l'instant, on voit les indices qui semblent assez indifférents peut-être au remous du marché obligataire, puisqu'on a vu de nouveaux records historiques cette semaine sur le S&P 500 américain. Et je vous le disais, le CAC 40 qui va terminer ce mois d'octobre à plus de 6800 points peut-être. Voilà pour les grands sujets qu'on va aborder dans un instant avec nos invités de Planète Marché. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nouveau rendez-vous qu'on va initier ce soir avec les équipes de SPAC, plateforme dédiée à la recherche économique et à la démocratisation de la recherche économique. C'est l'économiste associé de SPAC, Michel Rumi, qui sera avec nous chaque dernier vendredi du mois à 17h45 pour décrypter pendant une dizaine de minutes un concept économique majeur. Évidemment, nous allons entamer ce rendez-vous ce soir avec le thème de l'inflation. Rendez-vous à 17h45 avec l'économiste Michel Rumi. Voilà donc pour le programme. Le résumé de la journée, c'est dans un instant avec Alix Nguyen. Tendance mon ami, chaque jour donc à 12h30 et 17h, les infos clés du jour sur les marchés avec Alix Nguyen. La bourse de Paris freine des 4 fers. Les prévisions d'Apple et d'Amazon induisent que les tensions sur les approvisionnements vont perdurer et laissent présager une saison des fêtes de fin d'année en deçà des attentes, sans compter que l'inflation fait toujours des siennes. Pour le mois d'octobre, le CAC affiche un gain de 4%, soit sa meilleure performance mensuelle depuis mars. Dans la zone euro, sur un an en octobre, les prix à la consommation ont augmenté de 4,1%, soit leur plus forte hausse depuis juillet 2008, notamment sous l'effet du bond de 23,5% des prix à l'énergie. La croissance s'y est quant à elle stabilisée à 2,2% au troisième trimestre. Elle affiche une progression de 3,7% sur un an contre 3,5% anticipé. Aux États-Unis, les revenus des ménages ont diminué de 1% en septembre. Leurs dépenses ont augmenté de 0,6%. L'indice Core PCE des dépenses de consommation personnelle, mesure de l'inflation favorite de la Fed, a augmenté de 0,2% sur un mois et de 3,6% sur un an en septembre. Pour rappel, le comité de politique monétaire de la Fed se réunit mardi et mercredi prochain. À noter que l'indice du coût de la main-d'œuvre a augmenté de 1,3% au troisième trimestre, alors que le consensus tablait sur une accélération limitée à 0,9%. Le stock 600 des valeurs technologiques recule en Europe, à commencer par les fournisseurs d'Apple comme STMicroelectronics qui perd plus de 2%. À New York, Apple baisse de plus de 3% et Amazon d'environ 4%. Le secteur bancaire est pour sa part soutenu par la poussée de l'inflation et la hausse des rendements obligataires. Celui du Bund allemand à 10 ans se tend de près de 4 points de base, tandis que celui de l'emprunt américain de même échéance est repassé au-dessus de 1,6%. BNP Paribas prenait plus d'1% au cours de la séance. La banque, qui a publié des trimestriels supérieurs aux attentes, confirme tabler sur une croissance soutenue de ses revenus et sur un taux de risque faible. BNP Paribas va par ailleurs lancer à compter de novembre un plan de rachat d'actions d'un montant de 900 millions d'euros.
Et on termine avec Air France KLM, dont le titre bondit pour la première fois depuis le début de la crise du Covid. Le groupe a généré un bénéfice d'exploitation au troisième trimestre. Il profite pleinement de la reprise, bien que partielle, du trafic. Il dévoilait ce matin un résultat d'exploitation positif au troisième trimestre, avec un bénéfice d'exploitation de 132 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en hausse de 80% à plus de 4 milliards d'euros. Lundi prochain, journée fériée, n'empêchera pas la bourse de Paris d'être ouverte. La séance sera ponctuée par la publication des indices PMI de mesure de l'activité manufacturière en données préliminaires d'octobre. Wall Street ouvrira à 14h30. Tendance, mon ami, chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est avec nous ce soir, directrice de la recherche de l'Ixor Asset Management. Bonsoir Jeanne. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Igor Demac de nous accompagner également. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Vous êtes dirigeant associé de Vital Épargne et Stéphane Déo avec nous également. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la stratégie chez Ostrom Asset Management. Commençons par les mouvements qui animent les marchés obligataires. C'est un peu les montagnes russes en ce moment sur les courbes de taux, comme on dit, Stéphane. Alors, peut-être comment est-ce qu'on peut décrire les mouvements qui animent justement ces marchés obligataires et qu'est-ce que ces mouvements traduisent justement donc des sujets qui se retrouvent autour de l'inflation et des politiques monétaires? Alors, ça a beaucoup bougé, effectivement, cette semaine, mais tout le mois de manière plus générale. Je pense qu'il faut recommencer au début. Le début, pour moi, c'est le repricing de l'inflation. Si vous regardez ce que vous racontait la courbe sur l'inflation il y a un an, donc fin octobre l'année dernière, les anticipations d'inflation en Europe étaient proches de 0,5. Et puis, à 10 ans, on montait vaguement à 1%. Donc, en gros, la courbe disait, on est au Japon, il y a une forte probabilité d'être en déflation, etc., etc. Si vous regardez à l'heure actuelle, on est à 3% d'anticipation d'inflation à un an. Et si vous regardez sur le futur, vous restez au-dessus de 2%. À 10 ans, on est autour de 2,5%, donc au-dessus de l'objectif de la BCE. Donc, on est passé d'une situation où on se demandait si on était japonais ou pas, à une situation où on se dit, finalement, l'inflation va rester au-dessus de l'objectif de la BCE sur les 10 années qui viennent. Ce n'est pas du tout la même histoire. Et ce qui a beaucoup bougé, c'est sur les dernières semaines, vous avez parlé des chiffres récents, donc l'idée que l'inflation est temporaire, je pense, a un peu disparu. Elle va rebaisser, on ne va pas rester à 4% pour les siècles et les siècles, on est bien d'accord, mais on va se stabiliser à un niveau qui sera supérieur à 2%, en tout cas, c'est ce que dit le marché. Oui, c'est ça. On a encore des risques, des surprises à la hausse sur toutes les indications d'inflation qu'on a pu avoir là, pour le mois d'octobre. Vous avez un indice de surprise économique qui est négatif, c'est-à-dire que les surprises de croissance, la croissance reste bonne, elle est en deçà des attentes. Les surprises d'inflation, elles sont stratosphériques à l'heure actuelle. Donc on a toujours ça. Mais du coup, si vous avez ça, vous n'avez pas du tout la même trajectoire de taux d'intérêt en tête. C'est vrai aux États-Unis et c'est vrai en Europe. Aux États-Unis, on a maintenant 2 hausses de taux qui sont complètement pricées pour l'année prochaine et on commence à jouer avec une troisième, ce qui me semble aberrant, entre parenthèses, parce que 3 hausses de taux l'année prochaine, il faudrait vraiment qu'ils aillent très très vite. Et on commence à pricer des hausses de taux sur la BCE maintenant. Le Ribor, c'est-à-dire le taux à 3 mois, reviendrait en taux positif fin 2023, ce qui là aussi me paraît un petit peu aller vite en besogne. Mais si vous voulez, dans la logique, c'est normal. Si vous avez plus d'inflation, les banques centrales doivent réagir. Du coup, vous avez la partie courte de la courbe qui a beaucoup monté. C'est-à-dire la partie entre 0 et 5 ans, les taux progressent puisque vous attendez des banques centrales qui vont réagir. Mais donc ça vous donne une histoire avec moins de croissance, des banques centrales plus agressives. Et donc, à long terme, vous êtes plus inquiet sur la croissance. Et donc, en fait, les taux longs bougent très, très peu. Et donc, vous avez une déformation de la courbe qui est un peu bizarre, mais qui est typique, en fait, d'un cycle assez mature, où vous avez des banques centrales qui vont monter les taux, donc des taux courts qui montent, et des taux longs qui ont plutôt tendance à se stabiliser. Pour l'anecdote, le 30 ans américain est passé en dessous du 20 ans américain. Ça, donc oui. on a, vous voyez, vous avez une courbe qui monte et qui redescend. Alors un tout petit peu, je triche un petit peu. Mais ça, c'est typique d'un marché qui dit j'ai un problème d'inflation à court terme, la Banque centrale va réagir, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais du coup,
j'ai un problème sur le cycle à moyen terme. Ça, c'est l'histoire que se racontent les marchés aujourd'hui. Est-ce que les banques centrales, après nous avoir dit qu'elles étaient focalisées sur le soutien à la croissance, le soutien au marché du travail, mettant le facteur inflationniste de côté pour quelque temps, est-ce que les banques centrales, elles aussi, sont en train de revenir à un schéma plus équilibré ? Je pense notamment à la Fed, qui a été très vocale justement avec une nouvelle stratégie qui impliquait que l'inflation devenait peut-être un peu moins déterminante, en tout cas pour un temps, dans sa fonction de réaction. Le problème, c'est que vous avez l'inflation actuelle qui est très élevée, donc on est au-dessus de 4% en Europe, 5% aux États-Unis, mais ça va baisser, on a un profil en cloche. Donc on sait qu'à terme, l'année prochaine, ça va rebaisser. Il y a un sujet qui est beaucoup plus préoccupant à moyen terme pour les banques centrales, c'est que les anticipations d'inflation sont en train de progresser de manière très très forte. C'est-à-dire que la perception de l'inflation progresse. Et quand vous avez ça, vous avez un effet mémoire qui s'installe petit à petit, et là ça devient plus compliqué. Et on le voit sur la formation des salaires, là aussi vous en parliez aux États-Unis, on commence à voir les salaires qui glissent vers le haut. Alors je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais avec un marché de l'emploi extrêmement tendu, on a des pressions salariales qui montent. Moi, j'ai beaucoup de mal à les voir rebaisser dans le futur. Si vous commencez à avoir ces ingrédients, une inflation qui redescend, mais pas autant qu'on le souhaiterait, des anticipations qui ont beaucoup progressé. Les ménages américains pensent que l'inflation est supérieure à 5, 6, 7% dans certains cas. Et des salaires qui commencent à progresser, vous avez un effet boule de neige. Et c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on n'est pas japonais, pour revenir à ce que je disais au début. Mais ça fait quand même 10 ans qu'on cherche un peu plus d'inflation dans le monde développé. Mais pour revenir, c'est M. Trichet que vous connaissez bien qui disait une fois que le dentifrice est sorti du tube, c'est difficile à enlever. Donc il ne faut pas trop. C'est le banquier central allemand, c'est Carlo Tuppel. Donc je pense qu'on est à un moment où les banques centrales se disent attendez, il ne faut peut-être pas trop laisser partir là. Juste pour être concret avec vous, vous disiez 3 hausses de taux l'an prochain aux États-Unis, ça vous paraît aberrant ? Oui, il n'y en a pas 3 pricés, il y en a 2 et on commence à jouer avec une. Une, ce serait bien vu. 2, c'est possible. Il faut d'abord qu'ils réduisent leur QE, c'est-à-dire qu'ils fassent le tapering. Donc normalement, ils devraient finir l'été prochain. On attend quelques mois. Une hausse des taux d'ici la fin de l'année, c'est tout à fait plausible. 2, c'est beaucoup. D'accord. 3... D'accord. Non, mais pour avoir un peu un scénario central en tête. D'accord. 1, je veux bien. D'accord. 2, il faut me faire violence. 3... c'est, je pense que non, mais pour montrer que le marché est quand même déjà très agressif. Exactement. Oui. Dans la probabilisation de ce scénario inflationniste. Et encore plus pour la BCE. Jeanne, commentaire, réaction sur ces histoires qui animent les marchés obligataires. Je crois que les banques centrales sont en réalité très ennuyées. Parce que je crois qu'elles ont la conviction, un peu comme ça a été expliqué, qu'on est effectivement sur des courbes en cloche en termes d'inflation, et que ça veut dire qu'on va revenir sur des niveaux plus bas, mais qu'elles se demandent encore si on va revenir sur des schémas qu'on a connus pendant 10-15 ans, croissance faible, inflation faible, ou si on s'installe enfin dans la vraie reflation qu'elles ont cherché à obtenir pendant près de 15 ans. Et en regardant les minutes de la Fed, en regardant, même si on écoute, son nom m'échappe, mais un des membres de la Banque d'Angleterre cette semaine. Andrew Bailey, le gouverneur ? Non, un autre. Non, d'accord. Un des membres. Très bien. Mais c'est pas Andrew Bailey. Elle disait, c'est pas avec des hausses de taux qu'on soigne, entre guillemets, une inflation générée par un problème d'organisation de l'offre. Et donc, même à l'intérieur de la Banque d'Angleterre, c'est le cas. À l'intérieur de la BCE aussi. Donc, on voit qu'il y a un grand désaccord, même au sein des banques centrales, sur ce qui est susceptible de se passer. Et donc, selon que le comité ou que l'ensemble penche vers l'idée que on n'est pas certain qu'en 2023 ou 2024, on revienne sur un scénario comme on en avait avant, s'ils pensent qu'on est dans de la reflation, ils peuvent se permettre de normaliser. Sinon, c'est prendre le risque immense d'effacer des années d'efforts contre la déflation. Et là, je pense qu'il y a un élément qui doit les gêner particulièrement, ça a été évoqué, c'est les anticipations. Parce que les anticipations nourrissent l'inflation.
c'est un des ingrédients clés de l'inflation. Pour que les gens montent les prix, il faut qu'ils pensent que l'inflation augmente. Donc, c'est aussi vrai que ça ou pas? Parce que j'ai vu passer quand même un papier d'analyse d'un économiste de la Fed qui semble nous dire que finalement ces anticipations d'inflation ne jouent peut-être pas un rôle aussi déterminant dans la réalisation de l'inflation. Moi, je pense que si, peut-être un peu moins aux États-Unis. D'ailleurs, on remarquera qu'aux États-Unis, les anticipations d'inflation n'ont pas tellement bougé. Si on les regarde, si on les mesure par les break-even comme on le fait toujours, dans les modèles justement de la Fed, on voit qu'une partie est liée à la prime de liquidité, ou de liquidité dans le sens que la Fed a généré en détenant aujourd'hui à peu près un quart du marché. Donc, si elle se reconstitue, ce que eux jugent être les anticipations d'inflation sont plutôt aux alentours de 2 sur le 10 ans. Donc, très peu bougé, ça a été très stable sur la période. En Europe, c'est un peu différent. La remontée des anticipations est beaucoup plus violente qu'aux États-Unis. On remonte plus haut qu'avant crise. Et effectivement, on peut penser qu'elle nourrit de la même façon qu'elle avait nourri la désinflation lorsque les anticipations s'étaient écroulées. Un phénomène autoréalisateur quand même. Dans les deux sens. Et puis l'autre élément majeur, c'est les salaires. Alors, aux États-Unis, dans l'ensemble, c'est vrai qu'on voit des pressions salariales, mais quand on regarde secteur par secteur, y compris en regardant un peu dans le détail, on arrive à voir qu'en fait, il y a 2 secteurs pour lesquels la hausse des salaires est nettement au-dessus de la moyenne des 3 dernières années. Il n'y en a que 2. Transportation and warehousing, donc ce qui est lié à la réouverture. Et puis, le deuxième qui est lié loisirs, à la hôtellerie. Oui, hôtellerie, loisirs, leisure, etc. Accueil. Tous les autres sont à peu près dans la moyenne des 3 dernières années. Et il y en a un, de façon assez intéressante, d'ailleurs, qui est très en dessous, c'est la technologie. Donc, il faut voir comment le marché du travail va évoluer. Il est très tendu aujourd'hui, mais nous, on pense quand même que l'arrêt des indemnités de chômage supplémentaires, et on a vu le chômage indemnisé tombe sur des niveaux très bas aujourd'hui, devrait quand même ramener un certain nombre de gens sur le marché du travail aux États-Unis. Donc un rééquilibrage entre l'offre de travail et la demande. Qui pourrait alléger les pressions salariales là où elles sont très aiguës. En Europe, c'est un peu différent. Les pressions salariales, en tout cas telles qu'anticipées par la BCE, sont quand même les salaires assez négociés. notables. Oui, c'est ça. D'accord. C'est plus notable, bizarrement, plus structurel, plus général qu'aux États-Unis, un peu moins transitoire, tout en étant sur des niveaux très raisonnables, on va dire encore, mais qui justifieraient une inflation cœur qui remonterait aux alentours de 1,5 alors qu'elle était collée à 1% structurellement depuis 10 ans. Comment vous regardez alors ces sujets d'inflation, de banque centrale, et puis on va en venir au marché action, bien sûr, qui semble pour l'instant assez imperméable à tout ce qui se passe sur les marchés obligataires. Il y a le débat technique monétaire sur la courbe des taux, la hausse des taux, mais qu'il faut un peu relativiser quand on voit le niveau des taux. Parce qu'on peut tout à fait supporter des hausses de taux, sur la partie courte, moyenne ou longue, sans que l'économie réelle soit très impactée, parce que effectivement, quand il y a un taux d'intérêt qui est à 0 ou à moins de 0 ou à un tout petit peu plus que 0, c'est sûr que 10-20 points de base, tout le monde s'alerte. Mais globalement, après, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que ça finance, ces taux d'intérêt. Il y a beaucoup de liquidités, donc il y a déjà ce débat pour dire, on peut regarder les banquiers centraux, mais moi, ce qui me semble très intéressant à regarder, c'est plutôt, est-ce que la hausse des taux d'intérêt liée à une inflation perturbe le consommateur ? Puisque là on entre dans le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est le mois du Black Friday. C'est un mois, c'est le 4e vendredi de novembre. Nous, on a le 3e avec le Beaujolais. Mais on va voir ce que va donner tous ces chiffres. Parce que moi, et c'est pour ça que les marchés actions sont bons, c'est quand même les résultats des entreprises sont bons. Il y a de la demande. Il n'y a pas assez d'offres pour les raisons qu'on a invoquées. Donc des tensions inflationnistes. Mais l'inflation, c'est dangereux quand ça mange le pouvoir d'achat. Alors c'est ça la question. Et aujourd'hui, est-ce qu'on est à ce moment-là où l'inflation devient négative pour la demande finale ? Alors, en France, avec tout l'argent qui a été donné, mais on reviendra sur la notion de travail, parce qu'effectivement, moi je suis de l'avis qui a été donné sur les salaires. Ça va être très difficile de revenir sur les hausses de salaire, sachant qu'on a donné de l'argent pendant X mois à des gens qui n'ont pas travaillé. Je pense que ça, c'est un mécanisme qui est en train de s'enclencher et il va y avoir des pressions salariales. Mais avec l'épargne qui a été constituée en France, en Europe, mais même aux États-Unis,
on peut tout à fait absorber en tant que consommateur cette hausse. Alors, on va donner un chèque pour le pétrole. Ça commence, oui. L'État lui-même nous dit, vous n'êtes pas capable, 38 millions de Français, vous n'êtes pas capable de supporter 100 € de hausse de prix à la pompe, donc on vous donne le chèque qui va avec. Électorale, hein. Donc, oui. En France. Et puis il y a eu les gilets jaunes la dernière fois, que les prix de l'énergie ont beaucoup bougé. Non, mais sensible. Je raisonne en termes de rationalité économique. Et donc, en économie réelle, je veux dire, l'inflation, c'est quand ça commence à manger le pouvoir d'achat. Après, ça mange le capital, mais c'est un sujet qui est un petit peu moins prégnant et puis socialement moins dur. Mais pour l'instant, moi, je ne le vois pas, cet impact. Si ça dure pendant des mois, cette inflation, et que les salaires ne suivent pas, mais il y a beaucoup d'épargne. Donc les gens puissent dans leur épargne. Il y a quand même un surstock d'épargne aujourd'hui, qui est d'ailleurs pas employé peut-être autant que ce qu'on pouvait imaginer. Voilà, c'est ça. Et puis qu'on ne peut pas dépenser, entre guillemets, si on veut acheter une voiture, il faut l'attendre. Puis tous les biens de consommation, on a renouvelé tous les ordinateurs, Apple, les chaises, etc. Donc c'est ça qu'il faut surveiller. Après, moi je trouve que le débat, notamment en Europe, on s'est toujours trompé, on a dit on est en stagflation, il n'y a pas assez d'inflation, il n'y a pas de croissance. Là aussi, début du mois, on disait oui, on va être en stagflation. Bon, on a de l'inflation, mais on a de la croissance, donc on n'a pas de stagnation. Alors la croissance, elle faiblit l'année prochaine, elle passe de 6 à 4, mais ça c'est normal, c'est de la dérivée seconde, donc c'est assez logique. Mais on n'est pas non plus dans une situation où il y a zéro croissance, d'où l'exemple japonais que vous citiez. Ça fait 15 ans qu'on dit qu'on est japonais et on ne l'est pas vraiment. Non. Et on a réussi quand même. Et la France, c'est un bon exemple parce que c'est une des zones où la croissance, la reprise est la plus forte. C'est aussi une des zones où on a le plus distribué. Mais ce qui montre que quand on distribue de l'argent, il y a quand même des effets sur la croissance économique. Et donc, on arrive à la créer. Je ne dis pas que le système il est très équilibré, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème d'endettement. Donc vous dites là, vous dites les 3%, je ne pensais pas qu'on allait sur... Mais les 3% de croissance, vous dites, c'est pas juste les effets stop and go, confinement, réouverture, il y a aussi la politique budgétaire, la stratégie du gouvernement français qui se retrouve dans les 3% de croissance. Pas payé par le gouvernement non, mais vous glissez sur ce terrain. Et aussi, il faut quand même reconnaître que les plans européens, pour une fois, ont été quand même bien déployés, assez vite, en accord avec la Banque centrale. Donc tout ça, et je pense que la BCE, en fait, elle est très suiveuse. On se le disait avant. Elle regarde ce que fait la Fed, c'est l'économie directrice. La Fed fait beaucoup moins d'erreurs que la BCE, historiquement, entre guillemets. Elle a une meilleure maîtrise de son cycle, en tout cas. Et je trouve que... J'ai du mal à être négatif sur tous les éléments qu'on vient de signaler et ça reflète un peu... vous comprenez, c'est ça, vous comprenez que les marchés actions soient sur ces niveaux-là aujourd'hui, malgré le bruit, les interrogations dont on discute. Il y a un indice de surprise microéconomique qui est bien plus favorable que l'indice de surprise macro. Mais on sait très bien que l'un se rejoint... Oui, bien sûr. Après... On en parlait aussi, il y a de la réserve de croissance à cause de les pénuries. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter, qu'on va bien devoir acheter. Si quelqu'un veut changer sa voiture, un jour ou l'autre, il va devoir faire cet achat. Donc j'ai du mal à être négatif sur l'environnement. Il va se complexifier. Mais il faut regarder le niveau des taux d'intérêt. Il est quand même à des niveaux... on peut supporter 10, 15, 20, 30. Il ne faut pas d'erreur de communication monétaire. Ça on le sait. La BCE, on a déjà fait une il y a un petit bout de temps. Mais on n'était pas dans la même problématique. Il y avait des dysfonctionnements de la zone euro, il y avait des tensions politiques. Tous ces sujets-là n'en sont pas, ou n'en sont plus, ou n'en sont pas encore. Mais... je sais pas, on voit les spreads en Europe qui commencent à se retendre un petit peu là depuis quelques jours. Mais ça reste sur à part la nôtre, il n'y a pas d'élection majeure qui montrerait que la zone euro va se redisloquer. Sur l'aspect croissance, on parlait de l'inflation tout à l'heure, Stéphane, qui est alors peut-être un marqueur aussi d'une fin de cycle un peu accélérée. Si on regarde la partie croissance, est-ce qu'on peut quand même espérer justement une dynamique cyclique encore importante, un couple croissance-inflation qui serait encore favorable sur les prochains trimestres? Toutes les économies sont en train ou ont passé leur pic de croissance désormais. On a quand même une croissance. On a eu les chiffres français ce matin, par exemple. On a un PIB qui est revenu au niveau pré-crise. Alors, évidemment, revenir au niveau... Pas tout à fait. À quelques... 0,1. Il manque 0,1. Voilà, il manque 0,1.
Sauf que ça, c'est faux parce qu'entre-temps, on aurait dû croître s'il n'y en avait pas eu de crise. Bon. Mais je trouve quand même ça assez impressionnant parce qu'on a fait le yo-yo en un an, grosso modo. Je rappelle que la dernière crise, qui était grosso modo 3 fois moins grave en termes de perte de PIB, il nous a fallu 4 ans pour revenir au niveau pré-crise. Donc on a fait un aller-retour d'une violence et d'une rapidité en même temps absolument phénoménale. Est-ce qu'on est en fin de cycle ? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on commence à avoir pas mal de symptômes de fin de cycle. Si je remets ma casquette de stratégiste, on a par exemple les marges des entreprises qui sont au plus haut à la fois aux États-Unis et en Europe, ça dépend de la façon dont on regarde, mais qui sont très très proches des plus hauts. Donc on se retrouve avec effectivement une saison des résultats qui est très bonne. C'est-à-dire les chiffres d'affaires surprennent à la hausse. Les profits surprennent encore plus à la hausse, ça veut dire que les marges sont bien meilleures qu'attendues. C'est une super bonne nouvelle. Sauf que la saison des résultats, c'est un coup d'œil dans le rétroviseur. Oui. C'est le trimestre précédent. Quand vous avez... Donc la très bonne nouvelle, c'est qu'on a des marges extrêmement élevées. Ouais. D'où la bonne saison de résultats. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a des marges extrêmement élevées. Et il y a un moment, on ne peut pas tirer sur l'élastique pour... oui, mais dans les résultats, il y a quand même aussi des prévisions futures qui sont confirmées, rehaussées. Le rétroviseur. Qui explique la hausse de certains cours. Mais... Moi, ce qui me fait peur, on parlait d'inflation, je pense que effectivement, le sweet spot, pour parler en bon franglais, c'est autour de 2-3% d'inflation. C'est là où les valorisations, en fait, sont au plus haut historiquement. D'accord. Sauf que quand vous avez 3% d'inflation, c'est pas la même histoire pour tous les secteurs. Donc, qu'on reste constructif sur la bourse l'année prochaine en étant prudent parce que les bénéfices ont progressé de 50% cette année parce qu'on partait de très bas, on ne va pas refaire 50% l'année prochaine. Enfin, oui, les espérances de gains sont amoindries pour dire les choses. Oui, donc, on aura probablement une bourse qui montera doucement, mais je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est la distorsion au niveau sectoriel. C'est-à-dire qu'on commence à le voir déjà. Vous avez des prix qui augmentent, des coûts qui augmentent et certains secteurs qui n'arrivent pas à répercuter ces prix-là. Typiquement, quand vous avez des pressions salariales, c'est l'hôtellerie, le retail, parce qu'ils emploient beaucoup de personnes peu qualifiées, donc les marges se retrouvent affectées très très vite. Sur les matières premières, vous avez tout ce qui est consumer staple, donc la consommation de base, etc. Et on a vu, par exemple, aux États-Unis, certaines valeurs publier des bons résultats en disant on a du mal à passer les augmentations de coûts et se faire massacrer. Donc je pense que la vraie histoire sur la bourse, c'est pas tellement la tendance de agrégée de l'indice, qui devrait rester bonne. C'est plutôt les rotations sectorielles qui, par contre, elles peuvent être extrêmement violentes. Et même, on commence à voir à l'intérieur d'un même secteur des histoires parfois très différentes aussi. Et je vais vous faire une réponse de quant. Oui. Ce qui marche très bien en fin de cycle pour sélectionner des valeurs, c'est l'augmentation des marges. Pourquoi ? Parce qu'en début de cycle, tout remonte, donc tout le monde augmente ses marges, donc c'est pas de la marée qui monte. Voilà. En fin de cycle, vous avez souvent des coûts qui progressent, coûts salariaux, coûts, etc. Les quelques entreprises qui arrivent à maintenir leurs marges et à les faire progresser sont rémunérées par le marché de manière très agressive. Parce que c'est les dernières qui arrivent à avoir de la croissance. Et on est exactement dans cette configuration-là à l'heure actuelle. Jeanne, est-ce qu'effectivement, alors je reviens au soubresaut au mouvement des marchés obligataires, pendant ce temps-là, les marchés actions, en tout cas les indices actions, battent de nouveaux records. Est-ce que c'est une situation, là, au moment où on se parle, qui est confortable pour les investisseurs, toujours ? Confortable, je ne sais pas, mais je rejoins le point qu'en fait, les taux sont très bas. Donc, même s'ils doivent continuer à corriger et reprendre 20 bips, 30 bips, compte tenu du niveau des taux actuellement, la prime de risque action, que vous regardiez aux États-Unis ou en Europe, est extrêmement élevée. Donc, elle est comme un coussin amortisseur. Et c'est ce qui fait que la cherté intrinsèque, on pourrait dire, des marchés actions, ne l'est pas quand on les compare aux marchés obligataires. Sauf à prévoir un crash obligataire, à ce moment-là, on pourrait littéralement écraser la prime de risque action, c'est vrai. Sinon, on est dans une configuration où les marchés sont chers, mais pas relativement aux obligations. Même à 1,70 sur le 10 ans américain et à S&P 500 au plus haut historique à 4600 points, il n'y a pas de match, vous dites. Non, vraiment pas. Et on n'est pas à 3%, on est nettement au-dessus. Donc, oui, il n'y a pas de match là-dessus. Donc ça, c'est un élément de soutien, on va dire, de fond.
Après, la problématique pour nous, ça va être une problématique avant tout d'évolution des bénéfices, à l'évidence, avec un élément qui, de notre point de vue, joue plus défavorablement aux États-Unis qu'en Europe, parce que il y a des hausses de coûts, donc c'est sûr, les sociétés qui ont le meilleur pricing power, comme on dit, la capacité à faire les prix, vont s'en tirer mieux que d'autres, ça on est tous d'accord. Ceux qui ont le plus de pression salariale vont avoir le plus de pression. Maintenant, si on a des croissances à 4%, le levier opérationnel reste très élevé. C'est pas du tout les rythmes de croissance, donc ça peut permettre de maintenir des marges malgré des pressions sur les coûts. En revanche, aux États-Unis, il y a une incertitude additionnelle qui concerne l'environnement de l'imposition des sociétés. On ne sait pas du tout, parce que pour l'instant, il y a un blocage au Congrès, on ne sait toujours pas ce qui va être voté en termes de réforme de l'impôt et comment c'est susceptible d'affecter les résultats des entreprises américaines. Alors, des calculs montrent que ça pourrait affecter les résultats entre 2 et 10%. Alors, si c'est 10%, c'est ennuyeux parce que c'est en gros la croissance attendue qu'on attend pour les bénéfices l'an prochain. Oui, c'est ça. Donc, pour nous, il y a une incertitude cette année qui vient du politique. Ouais. D'ailleurs, le politique, il va jouer aux États-Unis aussi pour la Fed, parce que parfois on l'oublie un peu, mais si elle arrête en juin son tapering, elle a dit qu'elle ne remonterait pas les taux tout de suite après, qu'il y aura un long moment, sauf que entre juin et novembre, qui sont les élections de midterm, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc c'est pour ça qu'on est sur le même scénario, un relèvement de taux, mais plus ça va être très compliqué en termes de timing, même politique pour la Fed. Ouais. Bon, sur alors les publications micro, les pénuries, vous disiez tout à l'heure, effectivement, il y a des messages des entreprises qui sont quand même encore positifs sur l'avenir. La crainte, c'est quand même qu'on n'ait pas vu encore le plein impact des pénuries là dans les chiffres du troisième trimestre. Oui, c'est possible, parce que pour les analystes, ça reste assez compliqué de modéliser. On peut prendre le Baltic Dry, l'indice de fret qui a été multiplié par 3-4, mais chaque société a son système logistique propre. C'est un peu comme modéliser les variations de change de montant. Quand j'étais analyste, ça restait quand même une gageure parce qu'on n'a jamais les taux de couverture, etc. Donc c'est vrai que c'est la clé, mais que vous regardez les résultats de LVMH, L'Oréal, bon, c'est pas trop le sujet, même s'ils doivent en avoir. Ouais. Donc il y a, comme il était dit auparavant, des sociétés qui gèrent mieux que d'autres. Et c'est le propre du capitalisme, leur pénurie, leur approvisionnement, qui ont plus anticipé, qui ont peut-être aussi mieux guidé en termes de communication leurs objectifs. Mais là où je reviens sur la situation des taux d'intérêt, c'est vrai qu'un krach obligataire, c'est quand même très spécifique quand on regarde dans l'histoire. C'est une erreur de trajectoire monétaire, c'est un gros déséquilibre structurel d'endettement, ou c'est un risque systémique, c'est le nouveau mot à la mode, mais la zone euro, etc. Donc, ces trois éléments, aujourd'hui, ils ne sont pas réunis, même s'il y a une pression inflationniste. Donc, on peut encore avoir un peu d'agitation sur les taux sans que ça affecte, pour la raison de la prime de risque, le marché action. Oui, parce que moi, je trouve les messages des entreprises, et c'est un peu iconoclaste de le dire, mais ce Covid, il est révélateur, accélérateur. Ouais. Il y a des secteurs qui ne reviendront jamais comme avant. Il y a des modes de consommation qui ont changé. On le vit tous professionnellement. Le télétravail, Zoom, on ne savait même pas ce que c'était il y a 18 mois. Donc, non, mais, et ça ne va pas non plus disparaître. Donc, c'est un moment du cycle très particulier, et ce n'est pas une crise à comparer à la crise de la zone euro ou à 2008, puisqu'il n'y a pas de déséquilibre structurel. On n'est pas arrivé dans cette crise avec des gros sujets. Il y a des pays qui vont moins bien, mais globalement, l'économie, elle tournait quasiment à plein régime, de manière plus ou moins synchrone. Et donc, c'est une crise très particulière. On a arrêté l'économie, on a fermé la boutique, on la réouvre. Mais à part ça, moi, je ne vois pas de déséquilibre. Je laisse la géopolitique de côté, parce que ça ne rentre pas dans un cadre d'investisseur, en tout cas. Et donc, c'est pour ça que c'est très atypique même de se prononcer sur une sortie de crise, parce que ça n'a rien à voir avec les autres. Il y a de la demande, il n'y a pas d'offre, il y a des entreprises, des méga-entreprises qui sont très riches. Il y a beaucoup de liquidités, donc ça, c'est quand même... certes, on va en retirer un peu du côté des banques centrales, mais dans le monde des corporates, il y a beaucoup de liquidités. Chez les individus, il y en a beaucoup aussi.
Et en termes de thèmes d'investissement, justement, là, sur une poche action, sur un portefeuille action, qu'est-ce qui... parce que, encore une fois, derrière les indices au plus haut, voilà, on l'a expliqué, il y a beaucoup de dispersion. C'est sûr que 2022, parce qu'on se projette un peu maintenant sur 2022, il va falloir être un peu plus sélectif. Alors, on le dit chaque année, donc c'est pour donner du grain à moudre dans la gestion active, mais... la banque, par exemple, est un secteur qui est assez immunisé sur les pénuries, qui aime bien l'inflation, qui aime bien la hausse des taux. Bon, alors après, il faut que la transformation bancaire fonctionne. Il ne faut pas que les courbes s'aplatissent trop, parce que sinon, c'est pas très intéressant. Mais globalement, on le voit bien, c'est des entreprises qui ont très très bien géré la crise, et en plus qui ont été le bras armé des États, alors que historiquement... Donc on peut porter peut-être le secteur bancaire dans ses portefeuilles un peu plus longtemps que ce qu'on imaginait il y a quelques mois. Un rachat d'actions, les dividendes ont repris. Je dis pas que c'est un secteur hyper sexy, hein, c'est pas Amazon, Apple, mais c'est un secteur qui est très honni depuis de nombreuses années et qui s'est assaini. Donc ces secteurs-là, après la consommation discrétionnaire, elle est, on l'a vu, très puissante, et les entreprises sont très riches, donc elles peuvent opérer des cycles d'investissement, elles peuvent traverser des fins de cycle. Il faut, à mon sens, toujours éviter les dossiers un peu endettés. Bon, il y a des dossiers où il n'y a pas de croissance, les télécoms, c'est toujours un peu une fourre. Vraiment. On l'a vu sur la publication Orange, confinement, pas confinement, ça marche pas. Le niveau de valorisation n'est pas forcément le seul critère que les investisseurs aujourd'hui prennent. Ah non. Bon, c'est toujours la corde de rappel. Attention, ne me faites pas dire que, vu ma filiation value... non, mais ça devient très secondaire, toujours. Pas forcément très, mais parfois, quand il y a des très bons résultats, il faut admettre qu'avec ces niveaux de taux d'intérêt, certaines valeurs ne peuvent qu'être chères. Elles ne peuvent qu'être chères. Elles voudraient sûrement être moins chères. Enfin, les salariés, les dirigeants qui ont des stock options voudraient sûrement que l'action soit moins chère pour en acheter, mais il y a des secteurs, c'est quand même difficile surtout si ça maintient ses marges. Ça, c'est vrai que c'est clé. Parce que la profitabilité, la création de valeur, c'est pas le chiffre d'affaires. C'est ce qui reste à la fin du compte de résultat. L'exemple cette semaine extrême, c'était Tesla qui se paye 70 fois l'EBITDA et Renault, à l'extrême inverse, qui se paye 2 fois l'EBITDA aujourd'hui. Oui, ça doit valoir 100 fois Renault, voilà, Tesla à peu près. Ouais. Bon, sur la partie investissement, stratégie, qu'est-ce qui est intéressant aujourd'hui, Jeanne? Est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, des poches, des secteurs, des thèmes précis là, sur lesquels même peut-être tactiquement on a envie d'être exposé aujourd'hui? Nous, on est resté effectivement sur les financières, bancaires. D'accord. En Europe, c'est intéressant parce que c'est, en termes de valorisation, ça doit être le secteur qui n'a pas récupéré de la grande vague de désinflation de 2008 en fait. Donc oui, et donc si on rentre dans un scénario de reflation, ce dont on a l'air tous, après il y a des nuances sur le degré, c'est quand même un secteur qui a un long chemin de guérison entre guillemets devant. Donc ça devient un peu plus que tactique, parce que il y a déjà eu des mouvements depuis novembre 2021. Depuis novembre 2020, il y a eu déjà des mouvements de gros rattrapage du secteur bancaire. Mais là, ça devient un peu plus stratégique. Un peu plus stratégique. Si effectivement la reflation s'installe, le secteur pourrait vraiment en profiter. Et d'un point de vue stratégique, c'est un secteur qui est considérablement sous-détenu encore aujourd'hui dans le marché. Je vois Stéphane Déo qui fait oui. D'accord. Oui, parce que c'est un secteur qui a cumulé les inconvénients, entre guillemets, énormément d'inconvénients, qui étaient les inconvénients liés à des taux négatifs, les inconvénients liés à l'absence de quantification de la courbe, et puis les inconvénients liés à un renforcement impressionnant de la réglementation, ce qui veut dire des coûts. Donc, c'est un environnement qui était presque lui-même en déflation. Enfin, autour de la table, je pense qu'on est sur les marchés depuis très longtemps. Les frais de transaction, si on regarde combien ils étaient il y a même 10 ou 15 ans et combien, c'est vraiment, mais sans les gains de productivité qui vont avec. Donc, c'est un secteur qui a quand même accumulé structurellement
beaucoup d'obstacles. Et bon, c'est un secteur qui, à notre avis, présente de l'intérêt. Après, on a des choses sur lesquelles on a des calls tactiques. Là, c'est un peu plus tactique. Je pense à l'Angleterre. Il y a tellement de choses qui vont mal qu'on se dit, bon, les valorisations... C'est un peu tactique. Parce le marché a digéré déjà la Banque d'Angleterre qui montera ses taux la semaine prochaine. Écoutez, là le marché anticipe le déjà... Le sterling l'a bien anticipé. Enfin, voire commence à anticiper 2 hausses de taux avant la fin de cette année. C'est pour dire. S'ils partent sur... Oui, c'est un cycle après. Et dans le même temps, on a eu des nouvelles comme quoi... Oui, d'ailleurs, c'est un élément auquel il faut penser pour l'ensemble des économies, mais comme quoi, en fait, ils vont continuer avec une rigueur budgétaire. Donc, ils vont avoir rigueur budgétaire, rigueur monétaire, Brexit... Donc, bon, donc les valorisations... Il a mis quand même un peu de la cagnotte dans la machine, le ministre des Finances. Oui, mais un tout petit peu, parce que quand vous regardez l'effet mécanique, et c'est vrai pour toutes les économies, l'effet mécanique de l'arrêt des plans de relance, ça veut dire qu'il y a mécaniquement un frein à l'activité, une contraction. C'est un... On enlève, en gros, un soutien, mais en Angleterre, ça pèserait 4 points. Est-ce qu'il faut stratégiquement être sur des logiques de retour à la moyenne là, dans le marché, Stéphane c'est vrai que le marché est encore très momentum. Moi, voilà, l'exemple de Tesla le montre. Je veux dire, il y a des valeurs comme ça qui continuent d'être en apesanteur. Est-ce qu'il faut donc du coup jouer le retour à la moyenne des secteurs encore très en retard Non, moi je pense pas. Je pense qu'on a eu une reprise qui a été une fois de plus assez phénoménale depuis mars l'année dernière. On est un peu à la fin de cette logique. Je pense que l'année prochaine va être beaucoup plus compliquée. Pour moi, il y a 2 thèmes qui sont intéressants. Le premier thème, c'est si effectivement on a un tassement de la croissance qui est quasiment inévitable, normalement le marché paye plus pour les valeurs de croissance. Parce que quand vous avez peu de croissance, les entreprises qui arrivent à en générer, évidemment, sont recherchées et donc vous avez une prime et donc, etc. Donc on retombe, vous avez parlé du luxe, la tech, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est un des thèmes qui va émerger de plus en plus et qui a très bien marché à certaines périodes par le passé. L'autre histoire, c'est si on est d'accord que les taux vont monter, il faut être short duration, pour le dire dans notre jargon, c'est-à-dire il faut prendre les valeurs qui devraient monter en même temps que les taux d'intérêt. Et donc les bancaires, par exemple, sont un très bon exemple. Alors je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, je voudrais juste vous offrir un argument de plus. L'OPA de BNP sur Sogé, non ? Non, mais il y a je rappelle que les banques n'ont pas payé de dividendes depuis 1 an ou 2 ans, qu'elles ont énormément de capital à l'heure actuelle, probablement trop, et que donc le régulateur, à un moment donné, va réouvrir la porte. Et vous pouvez très bien vous retrouver avec une rentabilité du dividende à 3, 4, 5%. C'était le cas il y a quelques mois. Exactement. Et à ce moment-là, il y a quand même pas mal d'investisseurs qui vont regarder le Bund à moins 0,1 et les banques à plus 4 ou 5. Alors évidemment, ce n'est pas le même risque. Mais vous avez quand même une espèce de grand écart qui est absolument monstrueux. Et vous devriez avoir certains investisseurs qui vont revenir sur ces dossiers-là. Donc je pense que c'est un autre élément qui, à un moment donné, peut créer un gros appel d'air vers le haut pour les bancaires. C'est intéressant de parler de ces 2 secteurs, enfin luxe, tech et banque, c'est que si on faisait la sacro-sainte séparation, les investisseurs, on fait de la value ou la croissance. Si on fait que de la value, on raterait cette fin de cycle. On aurait des banques. Et si on faisait que de la croissance, on n'aurait pas les banques. Non. Donc, on voit bien que les thèmes, en fait, ces grands mantras... les lignes de fracture habituelles sont en train de bouger. En 2022. Les frontières sont en train de bouger. Il va falloir faire vraiment des choses un peu sur mesure, parce que la situation est quand même assez nouvelle. Il y avait un très bon papier académique récemment sur les styles d'investissement. Il montrait que les meilleurs fonds value, c'est ceux qui sont le plus croissance. Parce que quand vous prenez que de la value, deep value, très value, vous vous retrouvez avec des entreprises pourries. En difficulté. Voilà. Alors que si vous avez un biais croissance, ça marche très très bien. Et les meilleurs fonds croissance, c'est ceux qui ont un biais value. Parce que si vous achetez que de la croissance sans regarder le prix, vous êtes à des niveaux de valorisation qui sont tellement tendus que ça ne marche pas. Par contre, si vous arrivez à trouver de la croissance qui est un petit peu moins chère que la croissance normale, vous surperformez. Ça s'appelait le GARP à une époque. Donc, la croissance à prix raisonnable, oui, c'est ça. ça. Mais ça, moi je dis c'est le Graal. C'est-à-dire que c'est le truc... Il y a eu le GARP et il y a eu aussi la CARP.
La qualité. Je ne sais pas. Qualité, ah oui, d'accord. À la carte. Qualité à prix raisonnable, c'est ça. Voilà. Mais je crois que ce qu'il faut redire ici, notamment pour les personnes qui nous regardent, c'est value croissance, c'est surtout ne pas oublier la valo, parce que en fait, quand on regarde les taux, les actions, on parlait de la prime de risque, tout se fait quand même sur la valorisation des flux futurs. Et on ne peut pas juste dire une valeur me plaît, elle est chère, mais il faut quand même toujours regarder ces histoires de valo. Ouais, exactement. Merci beaucoup. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. On va s'arrêter là pour aujourd'hui avec vous. Jeanne Asraf-Biton, directrice de la recherche de Lyxor Asset Management, Stéphane Déo, responsable de la stratégie d'Ostrom Asset Management et Igor Demac, dirigeant associé de Vital Épargne, étaient nos invités en plateau ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir qui nous permet d'initier un nouveau rendez-vous avec les équipes de SPAC. Et Michel Rumi, que je vous présente, qui est économiste associé de SPAC, avec moi en plateau. Michel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup. Oui, nouveau rendez-vous. Donc chaque dernier vendredi du mois, on va se retrouver à 17h45, Michel, pour décrypter un concept économique majeur. C'est comme ça que je le dis. On va parler de l'inflation avec vous dans un instant. C'est le thème qui nous est apparu comme une évidence pour commencer ce rendez-vous. SPAC est une plateforme de recherche économique ou de démocratisation de la recherche économique. C'est comme ça qu'il faut le dire. Hein. Il faut le dire un peu, parce qu'en fait, on s'aperçoit, et je suis relativement bien placé dans la mesure où je m'aperçois que beaucoup de personnes parlent d'économie ou sans savoir bien comprendre les tenants et les aboutissants, la définition. Donc, il faut revenir à avoir une grille de lecture, en fait. Ouais. Et c'est ça l'idée, c'est de participer à ce grand mouvement qui vise à faire de l'éducation économique, financière, de la pédagogie. Ça revient dans beaucoup de débats. Voilà. À commencer quand on parle de l'inflation. Voilà, c'est un sujet qui demande sans doute beaucoup de pédagogie et d'éducation de ce point de vue-là. Justement, commençons assez simplement. Est-ce qu'il y a une définition simple, académique, consensuelle de l'inflation, Michel? Oui, alors tout à fait. Hein. L'INSEE qui mesure ce phénomène décrit l'inflation comme une augmentation durable et générale des prix. Deux adjectifs importants. Ça veut dire que tout simplement durable, il faut que ça soit continu dans le temps, sinon c'est qu'une hausse. Et général, ça veut dire que ça touche l'ensemble des biens de la consommation. Et donc ça, c'est important parce que s'il y a une hausse des prix, tout simplement, ça ne marche pas. Donc il faut que ça soit durable, c'est-à-dire pendant plusieurs mois. Et voilà. Il faut comprendre, oui, c'est ça. Il y a un côté un phénomène auto-entretenu, c'est ça. Tout à fait. Effectivement. Tout à fait. Et c'est comme, on va dire, un placement en croissance. Et c'est l'inflation en croissance. Et qu'est-ce qui génère? Alors non, mais c'est très intéressant déjà. Hausse des prix ne veut pas dire forcément inflation. Non, il faut que ça soit, il y a une dimension temporelle, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui génère, quels sont les facteurs, les causes, les origines d'un phénomène inflationniste tel que vous l'avez décrit, Michel? Alors, on va dire traditionnellement, on part sur plusieurs idées, mais les plus grands aspects sont la première des choses, c'est lorsque la demande, on va dire dans quelque sorte la consommation, lorsque la demande est trop forte par rapport aux entreprises, à l'offre des entreprises, eh bien, les entreprises doivent faire face à des goulets d'étranglement. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que les prix montent. Tout ce qui est rare et cher, c'est comme ça. Et donc, les prix augmentent. Ça, c'est la première, on va dire, phase que l'on peut retrouver. Deuxième chose également, c'est lorsqu'il y a trop de monnaie en circulation. Ça veut dire qu'il y a eu des émissions de monnaie, notamment pour la Banque centrale. On verra dans un autre périple, un autre voyage, cet aspect-là. Et en fait, du coup, la valeur de la monnaie se déprécie parce que justement tout ce qui est rare est cher, mais tout ce qui est en abondance est peu cher. Et donc d'un seul coup, le prix des biens s'envole. Et puis la troisième, c'est aussi l'augmentation des coûts de production. Ça passe par les coûts, les salaires, ça passe par les matières premières, ça passe par les frais de transport, comme aux difficultés d'approvisionnement, les consommations intermédiaires et tout. Et c'est un peu en quelque sorte ce que nous trouvons aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui. On voit bien le parallèle avec la situation actuelle. Tout à fait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui principalement explique cette hausse des prix, d'ailleurs, qui aujourd'hui, sur un an, on est à 2,6% en France. Ça, c'est une situation qu'on n'a pas vue depuis 3 ans avant, c'est énorme. Et en Europe, on est à 3,2. On s'aperçoit qu'en fait, on est dans cette situation. Et du coup, eh bien, ça a un impact. Il y a beaucoup de difficultés par l'ailleurs, parce que ces prix, ça coince, notamment sur le pouvoir d'achat, sur d'autres aspects et tout. Et dans l'inflation actuelle, c'est intéressant là, de prendre le cas concret, 2,6 d'inflation
l'inflation en France. Il y a un peu tous les facteurs que vous avez décrits, donc goulets d'étranglement, pénurie, ça, on parle de ça toute la journée sur tous les médias. Des facteurs énergétiques, je crois qu'il y a quand même 1,5 dans les 2,6 d'inflation qui sont liés à la hausse des prix des produits énergétiques, donc jusqu'à l'essence, etc., distribuée. Est-ce qu'il y a un peu de création monétaire aussi qui peut expliquer, ou est-ce que c'est essentiellement... Non, c'est essentiellement parce qu'en fait, il y a eu une vive reprise. En fait, on ne s'attendait pas à avoir une reprise aussi rapide, et donc d'un seul coup, les Français, notamment, ont beaucoup consommé, ce qui est très bien, et ce qui explique un peu les performances de croissance, mais du coup, on s'est retrouvé face à ce que la reprise mondiale se fasse, et avec des entreprises qui étaient, on va dire, en rythme ralenti. Et donc, d'un seul coup, on peut pas... Ce déséquilibre offre-demande explique essentiellement l'inflation qu'on connaît aujourd'hui. Et là, on voit que sur un an, par exemple, le prix de l'énergie en France a augmenté de 20%. Donc, c'est énorme. Et donc, du coup, ça impacte énormément d'autres paramètres. Quel type... Alors, je sors de la situation actuelle pour me replacer sur le plan théorique, mais quelles sont historiques, quelles sont les conséquences, les différents types de conséquences, d'ailleurs, qu'on peut imaginer peut-être de ces phénomènes inflationnistes? Alors, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inflation, c'est pas un phénomène gagnant-gagnant. Donc, il y a des gagnants, des perdants. Donc, généralement, on considère qu'une inflation faible, c'est pas si mal que ça. Ce qui est difficile, c'est lorsqu'elle est brutale, et ça peut poser des dysfonctionnements dans l'économie. De manière générale, on a toujours un peu d'inflation avec de la croissance. Et l'idée, il faut qu'elle soit maîtrisée. L'idée d'avoir une trop violente poussée inflationniste et qui perdure risque de déstabiliser pas mal de choses, puisque notamment, par exemple, ça peut empêcher les ménages de consommer et puis les entreprises d'investir, et donc finalement, in fine, la croissance économique. Donc ça peut, après il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, mais la perte de confiance dans l'avenir, du chômage, et qui fait que tout ça s'amalgame, et pour après avoir au final une situation qui est un peu catastrophique parfois. Oui, c'est ça. Enfin, on peut faire un parallèle avec une forme de température de l'économie. Voilà, ni trop chaud, ni trop froid. Alors on cherche toujours le bon dosage, le bon réglage. Le fine-tuning. Voilà. Qui sont historiquement, structurellement, qui sont les gagnants de l'inflation, d'une inflation, on va dire, modérée, qui sont les perdants d'un... Alors, comme je disais tout à l'heure, c'était pas gagnant-gagnant. Généralement, les perdants sont ceux qui ont des revenus fixes. Ça veut dire des salariés, des détenteurs d'obligations qui touchent des coupons, les retraités. Donc, de manière générale, tous ceux qui sont impactés et dont on voit l'évolution de leurs revenus qui n'évoluent pas, en fait. Et puis, les gagnants sont en fait les emprunteurs, parce qu'ils remboursent dans une monnaie qui est un peu dévalorisée. Et donc, en termes de pouvoir d'achat réel, ils remboursent moins que ce qu'ils ont emprunté. Et donc, c'est ça qui fait cette idée-là. Donc après, c'est lorsque nous n'avons pas une inflation anticipée. Donc, c'est ça qu'il faut bien voir. Ouais. Revenons aussi à la manière dont on mesure l'inflation. Alors, vous avez cité l'INSEE tout à l'heure, effectivement, Institut national de la statistique, référence absolue dans le monde de la statistique. Il faut le rappeler à chaque fois. Je peux vous dire qu'elle est très performante. C'est un institut très performant. Bien sûr. Non, mais on peut se vanter. Se glorifier d'avoir une école statistique aussi importante et aussi puissante en France. Comment est-ce qu'on mesure là concrètement l'inflation, et on la mesure mois après mois, cette inflation? Tout à fait. Bien, je dirais que c'est un mélange de travail de titan et de fourmi. En fait, dans la mesure où il y a à peu près 160 000 mesures qui sont prises par des enquêteurs de l'INSEE, et donc on croise aussi bien, donc il y a un panier de biens, à peu près 300 biens qu'on mesure, d'une part de façon géographique, c'est-à-dire dans toutes les régions de France, également aussi par type de commerce, magasins populaires, grand commerce de détail, supermarché, hypermarché. Donc c'est déjà ça. Et puis, nouveauté depuis 2020, eh bien, on a eu près de la moitié des prix qui sont relevés sur Internet. Et donc, c'est-à-dire notamment, donc il y a eu par Internet, et puis surtout des tickets de caisse. Et donc, du coup, on a une meilleure appréhension de cette inflation, et on voit en fait, ce qui est très important, c'est que l'Institut s'adapte au mode de consommation et donc modifie aussi ses méthodes. C'est évolutif. C'est évolutif. Mais la tendance est bien sûr de s'occuper de l'évolution des prix, mais elle ne reste pas
braquer sur ces méthodes. Il s'adapte à la méthode de consommation et c'est ça qui est très important. Est-ce que c'est une mesure juste? Parce qu'il y a toujours un problème de perception sur l'inflation et c'est vrai que quand on est, je sais pas, sur des achats fréquents, réguliers et qu'on voit les prix de ces achats monter, on a l'impression qu'effectivement tout est en train d'augmenter très fortement et on voit pas forcément les prix qui baissent sur des achats qui sont peut-être des achats beaucoup plus ponctuels. Donc la perception de l'inflation est quand même un élément très intéressant. C'est un débat qui est ressorti, qui ressort régulièrement. En fait, le pouvoir d'achat et notamment les revenus sont le pouvoir d'achat, on va dire, est repéré par la notion de revenu disponible brut. C'est en gros rapidement les revenus d'activité plus les allocations qu'on peut toucher, moins les impôts. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a des dépenses préengagées. Qui paye son smartphone, du moins l'abonnement de son smartphone, le transport, l'assurance, l'électricité. L'économie de l'abonnement, exactement. C'est très intéressant. Exactement. Ça. Et aujourd'hui, ces dépenses préengagées représentent à peu près 30% des dépenses des revenus des ménages. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on voit l'énergie et l'alimentaire qui ne sont pas des dépenses préengagées, eh bien d'un seul coup on a moins de liberté de consommer et c'est ce ressenti qui fait que mon pouvoir d'achat diminue. En fait, c'est une autre façon de consommer. Bien sûr, il y a une hausse du pouvoir d'achat, mais on a moins de liberté. Et donc, ça génère certaines frustrations de dire maintenant, finalement, je n'ai pas, augmentation du pouvoir d'achat, d'autant plus que ces achats sont fréquents. Ouais. C'est ça qui pose problème. Et ça devient donc un sujet politique. Sujet politique, ça. Et oui. Sujet politique, c'est pour cela qu'il faut alimenter, donner des coups de pouce ici ou là, et surtout pour éviter certaines manifestations un peu violentes. On sait plus ce que c'est l'inflation, Michel. Ma génération n'a jamais vécu avec une économie inflationniste. Si, je sais que l'histoire nous dit qu'on avait des taux à 10 ans à 10% et plus, c'est ça, à la fin des années 70, début des années 80. Exactement. Mais moi, j'étais né. Je dirais juste avant l'élection de M. Mitterrand, donc ça remonte à Mathusalem, on va dire, il y a 40 ans. L'inflation, je crois, de tête était de l'ordre de 11,9%. Ouais. Les obligations d'État étaient à 18%. Ouais. Vous imaginez aujourd'hui si on fait une obligation d'État à 18%? Non, on n'imagine pas, non. Voilà. Et il vaut mieux pas. Voilà. Il vaut mieux pas. Non, mais la question, c'est est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est bien, là? Tout le monde est en train de s'arracher les cheveux, de se battre. Vous dites, on fait des indemnités anti-inflation alors que ça fait 10 ans qu'on se bat contre la désinflation et contre la déflation. Est-ce que c'est bien d'avoir un peu d'inflation? Alors peut-être qu'on en a trop aujourd'hui, j'en sais rien, l'avenir nous le dira, mais... L'idée est que il en faut un peu. Il ne faut jamais d'excès partout, de toute façon. Donc ça fait un peu modéré, bien que parfois il faut être un peu plus osé. Mais en la matière d'inflation, il faut avoir une inflation contenue. Aujourd'hui, les banques centrales considère qu'elle est transitoire, donc de manière générale, parce qu'il y a des tensions. Il faut que les goulets d'étranglement disparaissent. Et donc, on pense que c'est au premier semestre, voire le premier trimestre, voire premier semestre. Et ça peut aller. Mais cette transition risque de durer un peu plus longtemps, à mon sens, et qu'on devrait vivre avec une inflation un peu soutenue, tout au moins toute l'année 2022. Et peut-être elle disparaîtra en 2023. D'accord. Ma question, c'est pour finir... Est-ce que c'est le début d'un changement de régime d'inflation? L'inflation, il y en a toujours. Changement de régime, je pense que tout va dépendre de la reprise de l'économie mondiale, et notamment de ce qui se passe en Chine. Il y a eu des ralentissements actuellement en Chine. Donc l'idée, c'est de savoir si c'est toujours ces phénomènes, c'est transitoire, ou ça va continuer. On est encore en phase d'observation de ces Tout à fait, phénomènes. parce que on est en phase de rémission. On n'est pas encore totalement vigoureux après. Avec des effets de base qui brouillent tout. Je rappelle qu'on se compare, à cette époque de l'année, on se compare encore sur une période 1 an en arrière, qui était une période d'avant les vaccins. Donc, n'oublions pas quand même que les chiffres d'avant les vaccins, d'avant novembre 2020, sont évidemment très différents aujourd'hui. Merci beaucoup, Michel. Merci d'avoir été là pour ce premier rendez-vous. Donc, ce rendez-vous de décryptage économique. On va se retrouver chaque dernier vendredi du mois, je le disais, à 17h45 dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse avec les équipes de SPAC et donc Michel Rumi, économiste associé de SPAC, qui était avec nous ce soir. Très bon week-end. On se retrouve non pas lundi, nous serons en pause lundi pour le 1er novembre, mais retour évidemment de Smart Bourse en direct dès mardi à 12h30 sur Bismart.
C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.